Sud Radio, édition spéciale. 1100 caméras dans Paris. Les élus de la droite parisienne disent « Mais regardez à Londres, il y en a 75 000 des caméras. Elles sont toutes connectées à Scotland Yard. Ça a permis de ralentir, voire de déjouer ces attentats dont David Cameron parlait ce matin, 7 déjoués sur les 6 derniers mois en Grande-Bretagne. » Bon, la vidéosurveillance, il y a toujours eu des débats très vifs en France à ce sujet. Voilà une mesure parmi d'autres qui est réactivée aujourd'hui. C'est l'une des mesures essentielles, je dirais même, et elle a fait toute la démonstration, effectivement, à Londres comme partout où elle est exploitée. D'une part, pour anticiper, pour prévenir, puisque la caméra, elle peut aussi avoir un aspect dissuasif, mais surtout, dès lors qu'un événement survient, ça nous permet d'être très réactifs, d'observer immédiatement, soit le flagrant délit, quand on est dans des affaires de droit commun ou sur les sécurisations d'un centre-ville, mais dans le contexte terroriste, eh bien là aussi, ça permet d'être réactif et puis surtout, a posteriori, de permettre aux enquêteurs de recouper, d'avoir de la matière, d'avoir de la matière, et c'est très très important. Vous y voyez un signe d'ailleurs, parce que c'est vrai que les attentats qui ont frappé lourdement Paris ces 30 dernières années passaient souvent par les transports en commun. On se rappelle de 95 quand même, notamment dans la gare de RER Saint-Michel. Là, ça passe pas du tout par les transports en commun. Vous pensez que les terroristes ont voulu déjouer ce système de vidéosurveillance parce qu'il y a 1000 caméras en surface à Paris et près de 10 000 sous terre dans les transports. Il y en a autant en surface que justement dans les transports en commun, mais ces caméras qui sont le maillon essentiel, on va dire, d'identification, de chronologie des faits, de recherche par les enquêteurs, on s'aperçoit maintenant de toute leur nécessité, de leur efficacité, et je dois dire que c'est un atout considérable pour justement faire un petit peu remonter ces événements et voir un petit peu la chronologie. On parlait de la voiture en fuite, on parlait de tout ça. Je crois que la caméra et toutes ces caméras sur Paris précisément permettent essentiellement de recouper les événements. Après, il y a tout ce qui est investigation, mais en mesure liberticide, je crois que le débat là fait toute la démonstration de l'utilité justement et le bon choix qui a été pris en la matière sécuritaire de mettre ces caméras, on voit tout leur intérêt aujourd'hui. Alors on a pris un petit exemple, mais c'est vrai, vous avez raison, vous prononcez l'expression mesure liberticide. La France est en état d'urgence pour encore une dizaine de jours. Le gouvernement a demandé sa prolongation peut-être pour 3 mois. Inquiétude aujourd'hui des défenseurs des libertés fondamentales qui se disent on va vers un régime d'exception. On est en train de nous faire le coup de il va falloir vous prendre des libertés pour garantir votre sécurité. Didier Martinez, il y a eu des perquisitions toute la nuit, très nombreuses dans toute la France. Bon, voilà, est-ce que c'est la démonstration, justement, qu'on est en train de tuer les libertés en France ? Non, absolument pas. Si une démonstration était nécessaire, justement, d'activer ce plan d'urgence, cet état d'urgence, c'est justement de se donner de nouvelles prérogatives et de nouvelles dispositions, mais on a quand même tout l'intérêt ici qui a été avéré de faire des perquisitions en pleine nuit et toutes les nouvelles dispositions qui seront désormais optionnelles pour les forces de l'ordre pour garantir justement ces investigations et assurer de la sécurité. Je crois qu'il faut absolument les exploiter et faire toute la démonstration de la nécessité d'élargir ce champ de compétences, ce champ de possibilités pour la police, pour les enquêteurs et puis pour la justice aussi, de faire au maximum. Vous savez, on n'a pas 36 possibilités, on n'a pas tellement de choix. On doit faire avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut justement extrapoler et avoir de meilleures conditions. Alors, la vraie question aussi, c'est est-ce qu'ainsi on protège mieux les Français de manière efficace ? Est-ce que montrer de la police, c'est pas lutter contre un sentiment d'insécurité qui n'est pas forcément fondé ? Est-ce que la vraie lutte, finalement, c'est pas de cacher la police, cacher les policiers ? Il y a deux aspects. Vous savez, de voir des policiers, de voir des militaires, ça rassure la population. Il y a l'autre aspect de la police d'investigation qui, elle, fait son travail de façon discrète, de façon un petit peu moins visible, mais les deux sont utiles. Vous savez, la complémentarité d'une police bien visible, bien présente, ça rassurera les gens, surtout dans la période actuelle. On va aller vers les fêtes et il faudra absolument qu'on se sente en sécurité sur la voie publique. Sauf que Didier Martinez, au mois de janvier, vous nous disiez aussi, ces policiers en faction sont aussi des cibles. Voilà. Oui, bien entendu, mais vous savez, toutes les démonstrations sont vraies, les policiers sont des cibles, les militaires le sont, il n'y a pas de solution parfaite. Maintenant, la police, elle a un rôle à jouer, un rôle de sécurité, elle doit être présente, elle doit être visible. Ce rôle, elle l'assume parfaitement. Et d'ailleurs, les policiers sont particulièrement sensibilisés et mobilisés dans le contexte actuel. Leur détermination à lutter contre le terrorisme, jusqu'ici, c'était délinquance, c'était criminalité. Aujourd'hui, le terrorisme, les policiers sont plus que jamais sur le pont et sur tous ces policiers, il faut qu'on les voie, il faut qu'ils soient bien présents et je dois dire qu'ils sont
rappelés, ils sont systématiquement les week-ends, les jours fériés, tout au long de la journée, extrêmement présents. Voilà, les opérations d'hier ont mobilisé beaucoup d'effectifs et ils se prêtent bien volontiers à l'exercice. Je dois dire que là, on a une implication des forces de police qui est remarquable et il fallait le souligner aussi. On s'aperçoit que la restriction de ces libertés, ça va être quoi ? Dans le contexte actuel, ça va être parfois d'annuler des spectacles, des événements, des manifestations, de fermer certains sites, de fermer certains accès. Et là, j'en reviens. Pour coller à la thématique de l'émission, ce qui va se passer concrètement pour la population, pour les gens. Ils vont voir plus de policiers, plus de présence. Forcément, ça va donner lieu à plus de contrôles. Ces contrôles, qu'ils soient d'identité, de véhicules ou autres, il faut que les gens ils s'y soumettent volontiers. La plupart des gens le feront puisqu'ils comprennent la situation. Maintenant, il faut faciliter ce travail aux forces de l'ordre. Il faut s'exécuter, montrer, même si c'est 2, 3, 5, 10 fois par jour, c'est nécessaire. Et les policiers vont prendre aussi des mesures, si d'aventure il devait y avoir sur des rassemblements ou autres, des périmètres de sécurité à organiser ou autres. Les gens ne comprennent pas toujours les instructions données, traverser la rue, changer, reculer, sortir, évacuer. Je pense que là, il faut faire confiance quand même aux forces de l'ordre qui sont aguerries, qui sont conditionnées pour faire le maximum. Et même si, en premier chef, ce n'est pas toujours compréhensible, les mesures qui sont données, il faut bien que les gens comprennent que le savoir-faire, le professionnalisme des policiers, toute instruction qui sera donnée dans le contexte actuel sera à appliquer sans montrer d'hostilité, parce que là, c'est encore la pire des choses qui pourrait nous arriver. Alors là, on parle de police de voie publique, la police du quotidien. Alors, il y a ce que vous dites. D'un côté, beaucoup de gens qui vont dire, après tout, je n'ai rien à me reprocher, donc je consens. Oui, mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'il y a ce divorce que vous constatez au quotidien entre les Français et les forces de l'ordre. Souvent, pourquoi ? Parce que les gens se disent, mais la police, elle est jamais là quand on a besoin d'elle. Mais que fait la police ? Quand je les appelle, ils interviennent pas. Et regardez le témoignage tout à l'heure de ce monsieur qui disait, moi j'habite en Seine-Saint-Denis et il y a des mecs qui squattent ma cage et il y a personne qui vient les déloger. Mais que fait la police ? Mais malheureusement, les difficultés récurrentes de la police, on les signale, on les répète, on les ressasse systématiquement. Et il est vrai que l'aspect de délinquance, de criminalité, aujourd'hui de terrorisme, il nous manque de l'effectif, il nous manque des moyens, il nous manque des prérogatives. On a eu beaucoup de difficultés avec justement les réponses judiciaires, les entraves, comme on les appelait, à toute la chaîne d'investigation de la police ces dernières années. Donc vous êtes libéré du fait de l'état d'urgence ? Mais là, le contexte actuel, effectivement, il facilite beaucoup de choses. Là, on est sur, effectivement, des événements atypiques qui nous permettent de progresser, d'évoluer. On met un petit peu en marche tout ça. Mais quand on parle justement de ce divorce entre la population et la police, mais on peut revenir tout simplement au recueil de renseignements qu'on avait préalablement à l'époque avec ce qu'on appelait la proximité, où on était renseigné sur la délinquance, sur la criminalité, probablement aussi sur le terrorisme. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une confiance dans la police, il y avait un lien, il y avait un relationnel, et il y avait des informations qui nous permettaient d'anticiper. Et le mot anticiper aujourd'hui, non, on est dans la réactivité, on est dans l'événement où il faut vite derrière agir, et là ça nous complique considérablement la tâche. Donc tout ce dont vous parlez, c'est des années qui ont été perdues et qu'il faut aujourd'hui vite récupérer. Illustration effectivement on marche en réaction. Et ces perquisitions dans tout le pays, dont finalement extrêmement peu étaient en rapport avec les enquêtes pour les attentats. Alors oui, la question des armes, effectivement, puisqu'on voit bien, d'abord, il y a la question du versant des armes employées par les terroristes, démantèlement des filières qui permettent de s'approvisionner illégalement en armes. Vous avez Patrick, cet auditeur à l'instant, qui disait « À quand le droit aussi pour tout un chacun de s'armer face à cette menace terroriste ?» Didier Martinez, ça vous fait un peu sourire, d'autant qu'on a aussi ce débat pour les policiers. On débattait encore la semaine dernière de l'assouplissement de la présomption de légitime défense. Très concrètement, c'est permettre aux forces de l'ordre d'engager les armes à feu plus souplement, de vous donner au moins la souplesse qu'ont les gendarmes, parce que policiers et gendarmes, ils n'ont pas les mêmes règles. On n'est pas dans la souplesse, on est simplement dans la réactivité et surtout dans une question de bon sens. Quand on a face à nous des armes de guerre, des kalachnikovs, des armes lourdes, il faut absolument équiper les policiers des mêmes moyens, d'une proportion de riposte qui soit équivalente et non plus l'arme de service. Donc c'est vrai que des mesures ont été prises tout récemment avec une nouvelle commande de nouveaux types d'armes lourdes, mais qui vont mettre des mois à aboutir et à être en dotation dans les services. Ceci dit, nos collègues qui demandent et qui réclament plus de protection pour eux-mêmes, parce qu'il est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, les policiers sont aussi des cibles, et c'est à eux qu'incombe la charge de protéger la population, se protéger eux-mêmes, et surtout mettre hors d'état de nuire tous ceux qui veulent justement s'en prendre à la population. On se retrouve dans des cas de flagrance où il faut absolument riposter, et il faut impérativement des armes lourdes par rapport à ces fusils d'assaut qui nous sont opposés. Le deuxième temps, il est celui de la légitime défense. Effectivement,
effectivement, est-ce qu'on doit attendre de se faire tirer dessus avec une Kalachnikov pour ouvrir le feu ? Je crois qu'il y a bien longtemps, et qu'on soit dans le terrorisme ou dans la criminalité, la question se pose effectivement, et toutes les forces de police réclament une souplesse ou justement une réadaptation des conditions de légitime défense, mais pas dans l'absolu de façon extrêmement large, mais simplement dans des contextes précis et dans des situations où effectivement il faut les remettre en question, parce que effectivement avoir des policiers au sol et avoir des victimes avec ce type d'armes, c'est insupportable, et la police doit avoir les moyens, la dotation et la capacité de les mettre hors d'état de nuire.